Bonjour, je suis Danielle Gauvreau, directrice académique du CQSS. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation. On est en fin de session, ce qui explique peut-être que les rangs sont un peu plus clairsemés, mais on est content de vous avoir avec nous, ceux qui sont là. Bonjour à Québec, il y a au moins une personne à Laval, donc bonjour. Je vous présente nos deux présentatrices aujourd'hui, Jasmine Flores et Marie-Ève Tremblay, qui vont donc nous présenter les données de deux enquêtes, l'enquête québécoise sur l'expérience de soins et l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies chroniques et le vieillissement. Donc, je vous laisse la parole pour 3/4 d'heure. On va aller profiter du printemps quand même. Non, moi, je fais ça va suffire. Oui, c'est assez. Rien qu'on est. C'est pas comme si on était au stade olympique. OK. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés dans cette belle journée printanière pour venir entendre parler de ces deux enquêtes. Alors, mon nom est Jasmine Flores. Je suis coordonnatrice du programme d'enquête en organisation des services à l'Institut de la statistique. Et j'ai eu le privilège de travailler à la coordination de ces deux grandes enquêtes populationnelles. Nous sommes ici, Marie-Ève et moi, mais on est une infime partie de tout l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ces projets. Alors, ça se peut aussi qu'on n'ait pas les réponses à toutes vos questions, mais vous serez indulgents, j'imagine. Alors, on va passer ça. Voilà. Très brièvement, le plan de la présentation, l'idée, c'est de vous présenter le contexte de développement de ces deux enquêtes-là, les objectifs poursuivis, présenter brièvement aussi le contenu des deux questionnaires d'enquête, toute l'approche méthodologique et la collecte aussi, qui est un élément important. Je vais vous présenter aussi quelques résultats ici et là, l'année des publications qu'on a faites au cours des deux dernières, de 2013 et un peu 2014 aussi, et vous parler aussi du potentiel d'analyse de ces données-là, parce que l'idée de l'objectif poursuivi par cette présentation-là, c'est stimuler l'intérêt pour utiliser ces données-là pour aller plus loin dans l'analyse et faire plus de recherches et faire plus de publications que ce que nous, on a fait, qui est comme la base ou le début, on considère. Alors, vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. Contexte de développement de l'enquête, c'est l'Institut de la statistique a réalisé cette enquête-là par mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui, comme vous le savez, est tout en train de repenser le système de santé depuis plusieurs années. Et dans le contexte de vieillissement de la population, de la prévalence importante des maladies chroniques et aussi de l'importance que prennent les nouvelles technologies dans le système de la santé, il y a toute une recherche ou d'amélioration de la performance du système, compte tenu aussi des coûts élevés du système actuel qui pèse sur notre société et que ça risque de ne pas aller en améliorant. Donc, il y a un souci de performance, je dirais, très présent de la part du ministère. Et dans ce cadre-là, évidemment, le ministère utilise des données administratives pour pouvoir suivre sa performance de son système, mais il y a un aspect de la prestation des soins qui n'est pas disponible dans les données administratives, qui est celui du côté du patient, du côté de l'utilisateur des services. Alors, on parle alors de sa perception, de son expérience de soins, de sa satisfaction. Alors, c'est ça un peu l'enquête populationnelle, ce qu'elle va aller documenter, c'est l'appréciation globale ou spécifique, vous allez voir, du côté de l'utilisateur, mais aussi parfois aussi des non-utilisateurs, les gens qui n'arrivent pas à utiliser le système de soins comme ils le voudraient. Alors, il y a aussi des besoins très précis de données qui étaient, à l'époque où on a développé l'enquête, qui étaient sentis pour des populations particulières, les populations qui sont considérées comme vulnérables ou grandes utilisatrices du système de santé, qui sont les populations avec des limitations d'activité, les personnes avec des maladies chroniques et aussi les personnes âgées. Et aussi les personnes d'un âge plus avancé encore. Pas 65 ans et plus, oui, mais 75 ans et plus, 85 ans et plus. Maintenant que les gens vieillissent, la longévité est plus grande, alors c'est important de documenter ça.
Alors, le ministère de la Santé a élaboré un cadre d'analyse de la performance du système et s'est intéressé à 6 aspects de la performance qui ont été intégrés, je dirais, dans le questionnaire d'enquête, qui sont l'efficacité, ils sont nommés là, l'accessibilité, la continuité, la réactivité, la sécurité et l'équité. L'équité qui est une dimension plus transversale qui touche toutes les autres, je dirais, et qui cherche à s'assurer que les services sont rendus sans égard aux caractéristiques démographiques des gens. Quand on parle je pense que les définitions sont assez claires, mais on parle d'amélioration. Est-ce que le système de santé est capable d'améliorer le système de l'état de santé général des gens? Est-ce qu'il est capable de le faire en temps opportun? Est-ce qu'il peut s'adapter aux attentes des usagers? Est-ce qu'il peut minimiser les risques, etc. Alors ça, ce sont des éléments qui ont dû être intégrés au questionnaire des enquêtes, puis je vais vous montrer un peu comment ça a été fait. Donc, objectif des 2 enquêtes. La première enquête, c'est l'enquête québécoise sur l'expérience de soins, qui est une enquête qui cherchait à fournir des données au niveau provincial, régional. Régional, ce sont les régions socio-sanitaires, mais aussi au niveau local. Local, on parle de réseaux locaux de services, c'est les CSSS. Parce que maintenant, avec la réorganisation du système, les régions, les CSSS ont un mandat de répondre vraiment aux besoins de leur communauté. Puis pour ça, bien, ils ont besoin d'avoir des données à jour sur leur population. Alors, c'est la première fois qu'on réalisait une enquête à l'ISQ à cette échelle-là. Puis Marie-Ève va vous raconter un peu ce que ça a impliqué du côté méthodologique. Alors, ce qu'on cherchait à faire essentiellement, donc, comme objectif, c'est mesurer l'affiliation de la population aux services de première ligne. Si on parle de médecins de famille, de lieux habituels de soins, d'urgence, etc., on va voir. Et aussi de mesurer les besoins non comblés, c'est-à-dire les besoins des gens qui ont pas pu avoir accès aux services qui avaient besoin. Et aussi, comme je disais tantôt, les éléments les dimensions de la performance qui sont d'intérêt pour le ministère, l'accessibilité, réactivité, sécurité, efficacité, continuité et équité de service. Alors, comme je disais, on cherche à mesurer ça chez les personnes qui ont utilisé un ou des services pendant la période de référence, mais aussi, l'intérêt aussi, c'est d'aller voir pour les non-usagers, c'est ceux qui n'ont pas eu peut-être accès aux services ou qui ne sont pas parvenus à le faire, comme les gens qui se sont présentés à l'urgence puis qui, après avoir attendu plusieurs heures, ils n'ont pas eu accès aux médecins. C'est intéressant pour nous, c'était intéressant de documenter ce qui s'était passé. L'autre objectif très important de la première enquête de l'EQES, que je vais appeler, je vais nommer toujours EQES là, pour l'expérience de soins, c'est l'arrimage avec la deuxième enquête, qui est une enquête qui visait des populations spécifiques, donc les personnes avec des maladies chroniques, les personnes avec des limitations d'activité, puis les personnes âgées. C'est souvent, les enquêtes en limitation d'activité sont souvent comme ça accrochées à une autre enquête, étant donné on utilise l'échantillon de la première enquête pour régénérer un échantillon pour la deuxième enquête. Bien, pas régénérer, mais utiliser le même échantillon pour documenter des problématiques plus spécifiques. Alors, cette enquête-là, on appelle l'enquête ECLAV, qui est un wagon de l'enquête locomotive, comme on appelle de l'EQES. Alors, voilà. Quel est l'objectif général de l'ECLAV? Donc, c'était de documenter 3 populations bien spécifiques, les personnes avec des limitations d'activité, qu'ils aient ou non une maladie chronique, et les personnes avec des maladies chroniques, qu'ils aient ou pas une limitation d'activité, et les personnes de 65 ans, qu'ils aient ou pas une limitation ou une maladie chronique. Et qu'est-ce qu'on veut mesurer chez ces gens-là? Principalement leur utilisation des services de santé et de services sociaux, leur expérience de soins et aussi, évidemment, leurs besoins non comblés. Les questionnaires d'enquête, maintenant. Pour la première enquête, alors, comme on disait, on était dans la première ligne. Alors, on a documenté le lieu habituel de soins, le médecin de famille, les tests de laboratoire et examens radiologiques, prescrit par un médecin,
la consultation en médecine de spécialité, les services hospitaliers en termes de hospitalisation, mais aussi de consultation de médecin à l'urgence pour la section E, l'utilisation de médicaments prescrits, la consommation de médicaments prescrits, et aussi l'utilisation ou la consultation avec un professionnel des services sociaux. Ça, c'est un élément aussi qui avait été peu exploré, je dirais, dans d'autres enquêtes de santé, c'est la question des services sociaux. Puis le ministère souhaitait beaucoup analyser cet élément-là. Je pense qu'il y a des problématiques de santé mentale aussi qui pèsent beaucoup sur la question des services sociaux. Pour ça, c'est important de documenter ça. Évidemment, toutes ces données-là sont intéressantes aussi avec croisées avec la section profil sociodémographique. Et il y avait aussi une autre section très importante dans le premier questionnaire qui était toute la section de sélection des individus pour aller pour être dirigés vers la deuxième enquête qui est l'éclave. Donc, les questions qui avaient trait aux limitations d'activité, mais aussi à la présence ou pas d'une maladie chronique. Pour l'âge, c'était pas compliqué, ça passait facilement, mais pour les maladies chroniques et les limitations d'activité, ben là, il fallait avoir des bonnes questions de sélection. Alors, essentiellement, à juste vous dire, ce qu'on cherche, par exemple, je vais vous donner un exemple pour les tests d'examen, la section B, tests de laboratoire, examen diagnostic. Alors, nos questions étaient construites pour faire, dans un premier temps, un état de la situation par rapport à la proportion des personnes de 15 ans et plus qui ont eu à subir un test ou examen de laboratoire. Qui ont eu une prescription d'abord d'un médecin pour le faire. Est-ce qu'ils l'ont fait, oui ou non? Et s'ils ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils ont eu des problèmes à le faire? Et pourquoi? Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on mesurait la continuité, voir s'il y a un médecin qui a prescrit le test, puis le test a été fait, c'est la continuité du service, l'accessibilité si le test avait été passé, et si le test avait été aussi peut-être pas contesté, mais si le médecin l'avait rappelé, la personne pour lui dire le test, finalement, c'était pas le bon résultat qu'il avait eu. Ça, c'est une mesure de sécurité par rapport à une des dimensions qu'on cherchait tantôt. Alors ça vous donne un exemple de comment on abordait les choses. Alors, la question des besoins non comblés, alors à chacune des sections, c'était documenté si la personne avait eu ou non le service et si elle en avait eu besoin. Comme par exemple le médecin de famille, on a demandé aux gens s'il y en avait un médecin de famille, mais aussi on a demandé à ceux qui n'en avaient pas, en voulez-vous un? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'en ont pas, puis qui n'en veulent pas de médecin de famille, qui ne souhaitent pas en avoir. Alors, bon, c'est ça, je devance ma même présentation. Alors, par exemple, on demandait, avez-vous un médecin de famille? Puis ceux qui disaient non, est-ce que vous ressentez le besoin d'en avoir un? Alors, ils pouvaient dire oui ou non. Et on demandait aussi quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de besoin, vous sentez pas le besoin d'avoir un médecin de famille. Puis on documentait ça. Voilà. Alors ça, c'était pour la première enquête, les caisses. Pour la deuxième enquête, c'était un questionnaire beaucoup plus dense, très spécifique, avec une dizaine de sections. Donc, les sections sont vraiment construites pour documenter chacune des problématiques. Alors, la première, nature et gravité de l'incapacité, la consommation de médicaments, l'information sur l'autogestion, surtout pour les maladies chroniques, la consultation de l'urgence, hospitalisation et chirurgie d'un jour, soins de santé à domicile, les services de réadaptation reçus des services de réadaptation spécialisés en déficience physique et intellectuelle. Il faut dire aussi, je ne l'ai pas dit, là, mais on a travaillé sur cette enquête-là beaucoup avec l'Office des personnes handicapées du Québec qui allait aussi documenter beaucoup de choses qu'ils ont besoin pour leur planification, pour leur offre de services à leur clientèle. Voyez-vous, alors on a documenté les services de réadaptation spécialisés en santé mentale, en alcoolisme et en toxicomanie, les suivis médicaux et psychosociaux,
les besoins des personnes pour réaliser leurs activités de la vie quotidienne et la vie domestique. Ça veut dire, est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous habiller, préparer vos repas, faire vos courses, aller au travail, vous déplacer, communiquer avec vos amis. C'est ça, les AVQ, AVD qu'on appelle, c'est un peu ça. Après ça, il y a eu une mesure des habitudes de vie qui était une mesure, je dirais, unique. Ben, on innovait avec cette mesure-là parce que c'est l'adaptation qui a été faite téléphonique d'un outil clinique qui s'appelle Mavi, qu'on a inséré dans le questionnaire pour mesurer la participation sociale des personnes qui ont des limitations d'activité. Et il y a aussi une section sur les marqueurs de fragilité. Ça, c'était intéressant pour les personnes âgées. C'était des symptômes dépressifs en santé mentale, l'incontinence urinaire, puis la perte de poids involontaire. C'était les marqueurs de fragilité qu'on a documentés. Alors, la mesure de l'incapacité, comment on a mesuré l'incapacité dans l'enquête ECLAV? En fait, on parlait d'une limitation ou d'une incapacité quand il y avait une limitation d'activité qui découlait d'un état ou d'un problème de santé physique ou mentale qui durait 6 mois ou qui pouvait durer 6 mois. Alors, sont là les types d'incapacités qu'on a documentés: audition, mémoire, vision, apprentissage, la parole, la déficience intellectuelle et les TED, le trouble envahissant du développement, la mobilité, les troubles psychologiques, l'agilité, puis il y en a une autre catégorie indéterminée. Mobilité, évidemment, c'est ceux qui, en tout cas, on va le voir plus tard, je pense, les plus fréquents. La deuxième donc population visée par l'ECLAV, c'est les problèmes de santé chronique, de maladies chroniques ou des maladies de longue durée qu'on a appelées. Alors, comment on a défini ça? Ça devait être aussi des problèmes qui duraient 6 mois, qui avaient duré 6 mois ou qui avaient le potentiel de durer 6 mois ou plus, qui étaient diagnostiqués par un médecin. Mais c'est sûr que la personne devait nous confirmer qu'elle avait eu le diagnostic d'un médecin. On n'avait pas eu la confirmation d'un médecin, mais on lui demandait est-ce que ça avait été diagnostiqué par un médecin. Ça devait être un problème qui nécessitait un suivi médical aussi, qui impliquait la prise de médicaments sur une base régulière, des traitements ou le maintien de bonnes habitudes de vie. On excluait en fait dans les maladies chroniques toute la question des blessures dues à des traumatismes, des accidents de la route, des blessures au travail, des blessures sportives ou des blessures dues à des mouvements répétitifs, des fractures ou des tendinites ou des problèmes qui en découlent. Par exemple, si le médecin lui disait, ben vous pouvez pas, vous allez devoir faire attention pour le restant de votre vie à l'alimentation ou le tabac, ne pas fumer, mais ça c'est comme des choses, mais il y a des gens qui doivent faire ça de façon plus importante. Je dirais peut-être une personne qui a du diabète, elle n'a pas le choix de faire très attention à son alimentation, par exemple. Oui. Est-ce que ça signifie que ça excluait aussi les traumatismes crâniens? Oui. Ouais. Puis là-dessus, c'est ça. Il faut dire qu'au tout départ, le ministère avait un intérêt, une visée particulière pour 5 maladies chroniques qui sont, j'imagine, dans leur planification puis dans leur programme là, très très importante. C'est les 5 maladies qui sont là: l'arthrite ou arthrose ou rhumatisme, le diabète, la bronchite chronique ou emphysème ou toutes les maladies pulmonaires obstructives, les MPOC, l'hypertension et les maladies cardiaques. Et il y avait une catégorie autre, mais c'était ça les principales qui étaient visées par le ministère, pour lesquelles on avait vraiment spécifiquement demandé: faites-vous de l'arthrite? Faites-vous du diabète? Il y avait évidemment, si les gens nous disaient non, mais j'en ai une autre maladie chronique ou je considère que j'ai une autre, on demandait laquelle, puis on la notait. Alors, on a une catégorie haute qui est assez volumineuse,
qu'on a classées pour l'instant dans la catégorie haute, mais il y a des choses qui pourraient être analysées à partir de ça. Dans les hautes, il y a le cancer, il y a des trucs aussi pas d'intolérance, mais qu'est-ce qu'on a dans haute? Cancer. Je l'ai quelque part, je vais vous le trouver. Mais. Pardon? Maladie de foie, maladie de rein, il y a comme 5 Oui. catégories. Oui, vous les avez vues? Oui. Ah, bon. Ah, ben c'est bien, merci. Il y en a beaucoup. On a une liste de 110, là, je pense. Il y avait 110 catégories hautes, puis il y avait une autre catégorie haute qui découlait en plus de ça. En tout cas, il y en avait pas mal. Alors, c'est ça. Alors, ce que je vous disais aussi pour la participation sociale, c'est l'instrument qui a été adapté à l'enquête téléphonique. Donc, c'est la mesure des habitudes de vie qui permet de déterminer si la personne vit des obstacles à sa participation sociale en lien avec des facteurs environnementaux ou liés à l'environnement physique et aussi à ses caractéristiques personnelles. En fait, ça va traduire une situation de handicap. C'est ça l'histoire de la MAVI, l'idée de la MAVI. Puis ça aussi, c'était une nouveauté à l'enquête. Alors, là-dedans, on va mesurer des activités comme celle-là, se déplacer, échanger des informations, soins personnels, soins de santé, réaliser les activités au domicile, des achats, se déplacer. Et les rôles sociaux aussi, c'est ça aussi l'intérêt, c'est rarement documenté. Avoir des relations sociales, assurer ses responsabilités financières, civiles et familiales, par exemple, aller voter, est-ce que la personne est capable de le faire? Faire de la formation, avoir un emploi rémunéré, s'occuper d'activités non rémunérées, participer aux activités de son milieu, des loisirs, etc. Alors ça, c'était un élément d'intérêt pour les CLAV. Voilà. Alors, je passe la parole à ma collègue Marie-Ève qui va vous entretenir des aspects méthodologiques. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a déjà mentionné Jacqueline, finalement, on est en présence ici d'une enquête locomotive, les caisses, qui s'adressait à une population beaucoup plus vaste, une population générale, et s'en est suivi une enquête wagon, les CLAV, qui touchait des populations beaucoup plus ciblées, donc des sous-populations précises. La population visée par les deux enquêtes, la population visée initialement à les caisses, c'était donc l'ensemble des personnes de 15 ans et plus qui sont admissibles au régime d'assurance maladie du Québec et qui vivaient dans un logement non institutionnel au Québec. Les exclusions à la population ici. On exclut donc les personnes qui vivent dans un logement collectif institutionnel. On entend par là des CHSLD, des prisons, des centres jeunesse, des centres de réadaptation. Et on exclut aussi les personnes qui résident dans les réserves indiennes ou dans les régions socio-sanitaires 17 et 18. Donc, ça inclut finalement les personnes qui vivent en ménage privé et toutes les personnes qui vivent en logement collectif non institutionnel, comme par exemple des résidences privées pour personnes âgées. Donc, cette population-là est incluse dans la population visée. Oui, sont inclus dans la population visée. La base de sondage de laquelle on a pu extraire l'échantillon, elle est extraite du fichier des inscriptions des personnes assurées de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Plus spécifiquement ici, ça reprend les éléments que Jacqueline vous a déjà dit. Notre population visée, le grand rond, notre population de 15 ans et plus que je viens de définir, à l'éclave, on s'intéresse particulièrement à certaines sous-populations qui sont ici représentées par les 3 autres cercles. Donc, les personnes de 15 ans et plus avec des limitations d'activité, les personnes de 65 ans et plus avec ou sans limitation d'activité ou maladie chronique, et les personnes de 15 ans et plus avec une maladie chronique. Donc, ce sont évidemment, les gens peuvent avoir 1, 2 ou 3 de ces caractéristiques-là. Donc, ce sont des sous-populations pas exclusives nécessairement. Donc, ce sont les sous-populations d'intérêt particulier de l'éclave, avec les personnes potentiellement vulnérables sur le plan de la santé. Alors, le plan de sondage de ces deux enquêtes-là, c'était un plan de sondage stratifié par
RLS, réseaux locaux de santé, de services, sexe et groupe d'âge. Ça, c'est une façon de s'assurer qu'on a une bonne représentativité de toute la population québécoise. Et on avait plusieurs objectifs de précision, vraiment à plusieurs niveaux géographiques divers. Pour les caisses, les objectifs purement équesses, on visait de pouvoir estimer une proportion de 15% avec un CV d'au plus 12,5% dans chacun des 95 réseaux locaux de services. Donc, c'est ce que Jacqueline disait, c'était vraiment une préoccupation pour les caisses de produire des bonnes estimations au niveau RLS. Donc, c'était l'objectif de base de notre plan de sondage. On voulait aussi pouvoir estimer des proportions beaucoup plus petites, donc plus de l'ordre de 5%, avec des CV de moins de 10%, des CV précis dans toutes les régions socio-sanitaires du Québec. Donc, les objectifs régionaux étaient plus ambitieux, évidemment. Et au niveau provincial, ben, c'était encore plus fort. On espérait pouvoir estimer, là, je n'ai même pas mis de chiffre ici, mais on souhaitait estimer de très petites proportions avec de très bonnes précisions. Évidemment, on a plus de taille d'échantillon au niveau provincial. Donc, c'était les objectifs purement équesses. Le plan de sondage de l'Équesse a toutefois été adapté puisqu'il y avait l'éclave comme enquête wagon qui suivait et il fallait tenir compte des objectifs de l'éclave et s'assurer qu'on puisse les atteindre. Pour ce faire, il y a 2 ajustements qui ont été faits. Tout d'abord, on a fait un échantillon dans certaines régions. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que à l'éclave, Jacqueline a parlé tout à l'heure des principaux instruments. Il y avait les AVD-AVQ dont elle a parlé et le MAVI, qui sont des instruments dans lesquels il y avait des questions quand même assez semblables. Ça aurait été un fardeau très lourd pour les répondants de remplir ces 2 instruments-là, un à la suite de l'autre. Donc, il a été décidé de scinder l'échantillon. Donc, il y a environ 94% de l'échantillon qui recevait les questionnaires AVD-AVQ et 6% qui recevaient le questionnaire MAVI. Donc, à cause de ça, qu'on a dû scinder l'échantillon en 2, on a été obligé de faire quelques suréchantillons dans certaines régions pour être certain qu'on avait suffisamment d'individus, de répondants pour faire les estimations de ces 2 instruments-là. Donc, c'est vraiment des ajouts pour satisfaire les besoins de l'éclave. Et on a aussi fait un suréchantillonnage des personnes âgées de 85 ans et plus. Tout ça pour satisfaire les objectifs de l'éclave qui sont présentés ici plus en détail, finalement. Il y avait sensiblement les mêmes objectifs de précision pour les régions socio-sanitaires que les caisses, c'était dans les mêmes ordres de grandeur, et l'éclave ne visait pas du tout de produire des estimations par RLS, c'est seulement à les caisses. Et ici, là, c'est justement les objectifs de précision dont je viens de vous parler qui ont fait qu'on a augmenté les tailles d'échantillons un peu. Donc, on visait que pour les 85 ans et plus, on voulait pouvoir estimer une proportion de 4% avec un CV de moins de 15% à l'échelle provinciale. Et vous avez ensuite là, les objectifs pour les AVD-AVQ. On voulait pouvoir faire des estimations régionales aussi avec ces indices-là. Et le MAVI, lui, on visait de faire des estimations provinciales seulement. Estimer des proportions de l'ordre de 2% avec un CV de moins de 15%. Là. En tout, là, oui. Coefficient de variation, c'est une mesure relative de la précision de l'estimation. C'est mathématiquement, là, c'est l'erreur type divisée par l'estimation. C'est une mesure de la précision de l'estimation. Donc, un CV en bas de 15%, on va considérer que c'est une mesure qui est précise. En fait, j'ai mis beaucoup de chiffres ici, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on espérait avoir des mesures précises à plusieurs points de vue, pour plusieurs découpages géographiques, pour plusieurs sous-populations. Évidemment, plus les tailles d'échantillons sont grandes, plus c'est précis. C'est pour ça que les CV deviennent, pour une même proportion, on va avoir un CV beaucoup plus petit si on est dans une grande taille d'échantillon que dans une petite. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. D'accord. Donc, c'est beau. Je peux vous dire qu'au global, ça, je vous ai présenté les objectifs lors du plan de sondage. Je peux vous dire que ça a été atteint à peu près partout. Bon, il y a quelques exceptions à quelques endroits, surtout dans l'éclave. À quelques endroits, on a obtenu des tailles d'échantillons finalement un peu plus petites que dans nos prévisions. Donc, dans ces cas-là, des fois, on a des précisions un petit peu plus petites, des CV un petit peu plus élevés que ce qu'on visait, mais c'est jamais très éloigné. On est toujours assez près des cibles qui avaient été fixées au début. Donc, on a les efforts de collecte qui ont été bien ciblés dans tous les endroits pour les sous-populations, pour les RLS, ont porté fruit au bout du compte. Alors, les périodes de collecte. Excusez-moi, je me suis mêlée dans mes papiers. Voilà.
Alors, la période de collecte de l'équesse s'est étendue du 28 octobre 2010 au 4 décembre 2011, alors que celle de l'éclave est allée du 18 novembre 2010 au 18 décembre 2011. La raison du petit décalage, c'est qu'on essayait de laisser une distance d'une dizaine de jours entre les deux enquêtes. Une fois que les gens avaient fait les caisses, avant de les recontacter pour l'éclave, idéalement, on essayait de laisser une période d'une dizaine de jours. Bon, je pense pas que ça a été respecté tout le temps, là, surtout en fin de collecte. Là, des fois, il a fallu resserrer, mais c'était l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage dans les périodes. L'échantillon était séparé en 5 vagues de collecte pour s'assurer qu'on allait avoir des gens bien répartis tout au long de l'année de collecte. Il y avait d'abord une lettre qui était envoyée à toutes les personnes de l'échantillon pour les informer de la réalisation et des objectifs de l'équesse. Et on réalisait une entrevue téléphonique pour les caisses qui était d'une durée moyenne d'un peu plus de 22 minutes. Et c'est pendant cette entrevue téléphonique de l'équesse-là qu'on disait aux gens qu'il y avait une possibilité qu'ils soient recontactés pour participer à l'éclave et qu'on remplissait évidemment une section du questionnaire à l'équesse, comme l'a mentionné Jacqueline tout à l'heure, qui permettait d'identifier finalement les personnes admissibles à l'éclave, c'est-à-dire les personnes ayant une incapacité de longue durée, les personnes ayant un problème de santé de longue durée et les personnes âgées de 65 ans et plus. Toujours, les gens pouvaient avoir être dans plus d'une de ces catégories-là, comme on l'a montré tout à l'heure. Ensuite, il y avait donc la réalisation des entrevues téléphoniques de l'éclave, qui était d'une durée moyenne d'environ 20 minutes. Et je mentionne ici que les tiers répondants étaient acceptés dans les 2 enquêtes si la personne était incapable de remplir le questionnaire, soit en raison de maladie ou en raison de la langue. C'est important de pouvoir accepter les tiers répondants en raison de maladie, surtout dans une enquête comme l'éclave, qui s'intéresse particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on peut avoir une clientèle là-dedans qui serait incapable de remplir le questionnaire et on ne voulait pas perdre cette clientèle-là. Donc, C'est son parent, par exemple. Oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Oui. Quelques chiffres en rafale. Alors, la taille d'échantillon initiale était de 77 436 personnes. Le nombre de répondants à l'équesse, c'est de 48 100 personnes. Parmi ceux-ci, 31 775 se sont avérés admissibles à l'éclave et 24 772 personnes l'ont complété. En fait, on a un nombre de complétés un petit peu plus élevé que ça à l'éclave, mais ce sont des gens qui se sont finalement avérés inadmissibles quand on leur a reposé les questions à l'éclave. Donc, le nombre vraiment d'admissibles complétés, c'est 24 772. Le taux de réponse provincial pondéré à l'équesse est de 63 % et le taux de participation à l'éclave parmi les répondants à l'équesse est de 77 %. Donc, si on fait le produit de ces 2 taux-là, de 63 et du 77, on obtient que le taux de réponse provinciale pondéré global à l'éclave est de 49 %. Le taux d'admissibilité à l'équesse est de 99 % et le taux d'admissibilité à l'éclave est de 60 %. C'est encore une fois le produit des 2 taux d'admissibilité à l'équesse et à l'éclave parmi ceux de l'équesse. Les taux de réponse par RLS, comme on visait vraiment à pouvoir produire des bonnes estimations par RLS, on les a suivis très précisément tout au long de la collecte de l'équesse et ils varient tous entre 51,2 % et 74,4 %. Donc, ils ont atteint 50 % partout, sauf un seul RLS, la Basse-Côte-Nord, qui a un taux de réponse beaucoup plus faible que les autres. On le sait pas, mais c'est difficile dans toutes les enquêtes, je vous dirais. On a d'autres enquêtes à l'ISQ maintenant qui vont dans les RLS aussi depuis. Ils ont aussi de la difficulté avec ce RLS-là, à rejoindre les gens. Il y a des stratégies de collecte pour les rejoindre, même avec des postes où c'est pas indiqué l'afficheur et pour instituer la statistique. Les gens répondent plus. Là, on s'est dit des fois, ils sont partis à la chasse. Ils sont partis ils travaillent à l'extérieur et ont de la mobilité professionnelle peut-être plus importante. Mais l'enquête a duré 1 an, alors on s'est dit l'effet de saison, ça va être on a beaucoup réfléchi à ça. C'est ça, c'est l'affaire de plusieurs enquêtes. La population autochtone est plus importante. Je sais pas. Je pense pas.
Sur la base Côte-Nord, la base Côte-Nord, il y a beaucoup d'anglophones pêcheurs. Il y a des anglophones pêcheurs. Anglophones pêcheurs qui travaillent la construction. OK. On a voulu envoyer une intervieweur là-bas, mais ça coûtait trop cher. Sujet dont on a parlé souvent en réunion d'équipe. Les taux par région socio-sanitaire, maintenant, les taux de réponse. Ici, vous avez les nombres de répondants et les taux de réponse pondérés pour chacune des régions socio-sanitaires. Vous voyez, l'ensemble du Québec, c'est à 63 %, comme je l'ai dit tout à l'heure. On remarque que toutes les régions ont eu des taux de réponse supérieurs à 60 %, sauf la région nord du Québec, qui est légèrement en dessous, à 58,7 %. Et j'attire aussi votre attention sur la région de Montréal, qui a atteint un taux de réponse de 60 %, ce qui est quand même un bon taux de réponse dans ce type d'enquête-là, comparé à ce qu'on avait vu beaucoup dans les quelques enquêtes qui ont lieu dans les mêmes années. Alors, ça, c'est quand même un bon résultat de l'EQES. Les taux pour l'éclave, maintenant. Vous remarquerez que les écarts entre les régions s'accentuent pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait à l'EQES. Tout ça parce que les taux de participation pondérés à l'éclave sont beaucoup plus sont plus uniformes finalement. Là, il y a un petit peu moins de variabilité qu'on avait dans l'EQES, dans les taux de réponse, c'est un peu plus égal. Donc, on obtient des taux de réponse finaux à l'éclave que vous voyez ici, dont le taux global est à 49 %, comme je l'avais mentionné aussi précédemment. Alors, toutes les données doivent nécessairement être pondérées pour pouvoir inférer les résultats à la population visée. Pour ce faire, on a associé un poids à chaque répondant, c'est le nombre de personnes qu'il représente dans la population. Cette pondération-là, elle tient compte de plusieurs choses. Elle tient d'abord compte de la probabilité de sélection qui va varier d'une personne à l'autre selon le RLS et aussi selon l'âge, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait suréchantillonné un petit peu les 85 ans et plus, donc ça fait une certaine variabilité dans les probabilités de sélection. La pondération tient aussi compte de la non-réponse différenciée, c'est-à-dire du fait que les répondants et les non-répondants présentent souvent des caractéristiques socio-économiques différentes. Donc, c'est pris en compte dans la pondération. Il y a des ajustements qui sont faits pour ça. Évidemment, pour la pondération EQES, on tient compte de la non-réponse à l'EQES, mais dans les pondérations éclaves, on tient compte en cascade de la non-réponse à l'EQES et de la non-réponse à l'éclave. Et la pondération tient aussi compte d'ajustements des poids aux effectifs de population pour s'assurer que nos sommes de poids concordent aux effectifs connus de population et attendus. Donc, on a fait ce travail-là d'ajustement des effectifs par RLS ainsi que par région socio-sanitaire, groupe d'âge et sexe. Et ce, pour l'EQES et aussi pour l'éclave, on a fait la même chose. Et on a aussi fait des pondérations supplémentaires spécifiques pour les deux instruments de l'éclave dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été faits sur des sous-échantillons de l'éclave. Donc, puisqu'ils ne sont pas exactement sur les mêmes échantillons que l'éclave, il a fallu faire des pondérations spécifiques pour ces instruments-là afin de pouvoir inférer les résultats à la population en général. Donc, on a deux autres pondérations spécifiques pour le MAVI et pour les AVD à vécu. À partir d'ici, je vais vous présenter beaucoup ce qui a été fait à l'ISQ pour l'estimation de la variance et pour les tests statistiques, les intervalles de confiance. Donc, je vous présente toute la méthodologie qu'on a utilisée, nous, que vous devriez réutiliser si vous vouliez retomber sur les chiffres qu'il y a dans les rapports. Je sais qu'il y a d'autres façons d'estimer des variances, il y a d'autres façons de calculer des intervalles de confiance, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement la seule façon de faire, mais c'est celle qui a été appliquée dans les estimations que Jasmine va vous présenter après dans les résultats. Donc, on a fait, nous, pour pouvoir estimer la variance de chacune des estimations, on a utilisé la méthode d'auto-amorçage, ou bootstrap en anglais. Donc, on a produit 2000 pondérations d'auto-amorçage pour chacune des pondérations produites. Donc, pour la pondération finale de l'EQES qui s'appelle poids final, il y a aussi dans le fichier des variables qui vont de BFIN 1 à BFIN 2000 qui sont les poids d'auto-amorçage de l'EQES. Pour le poids final de l'éclave, c'est la même chose avec les B2 fin 1 à B2 fin 2000. Et c'est le même principe pour les deux pondérations spécifiques des instruments de l'éclave par après, là, les AVD, AVQ et le MAVI.
c'est ces poids d'auto-amorçage-là qu'on utilise pour estimer la variance, pour construire des intervalles de confiance et pour faire des tests statistiques, autant des tests globaux d'indépendance que des tests d'égalité de deux proportions. Je mentionne qu'il y en a 2000 dans le fichier, mais pour faire l'estimation de la variance ou un test d'indépendance, 500 suffisent. Faut se rendre à 2000 si on veut estimer des intervalles de confiance. Donc, c'est pas toujours nécessaire d'utiliser les 2000, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Je fais juste un petite explication ici de qu'est-ce que c'est l'auto-amorçage rapidement pour que ça soit plus clair. Je donne un exemple. On a un échantillon de base de notre enquête ici qui a 5 personnes dans notre échantillon de base. Et on construit des échantillons d'auto-amorçage, c'est-à-dire qu'on sélectionne avec remise des personnes parmi notre échantillon de notre enquête. Donc, dans le premier échantillon, on a sélectionné la personne 1 2 fois, la personne 3 2 fois et la personne 5 1 fois. Et ainsi de suite, on refait ça 2000 fois, ce qui nous crée 200 échantillons d'auto-amorçage. Et on calcule dans chacun de ces échantillons-là, on recalcule la proportion qui nous intéresse, la proportion d'intérêt. Donc, on se retrouve avec 2000 estimations d'une même proportion, que j'ai appelé ici les P chapeau boot 1 jusqu'à P chapeau boot 2000. Et c'est avec toutes ces 2000 estimations-là de la proportion qu'on est en mesure d'estimer la variance de cette estimation. C'est avec celle-là qu'on est en mesure de faire des intervalles de confiance. Pour ce faire, on ordonne toutes ces estimations d'auto-amorçage. On a donc une distribution empirique. Et on enlève les extrémités de la distribution. Donc, on enlève les estimations qui sont en dessous du 2,5e percentile et au-delà du 97,5e percentile. Et ça nous donne un intervalle de confiance empirique d'auto-amorçage. Ce sont les intervalles de confiance tels qu'ils ont été produits par l'ISQ. Et pour faire un test, par exemple, un test d'égalité de proportion, si je veux tester que la proportion est égale dans 2 groupes, chez les hommes et les femmes, par exemple, eh bien, je peux utiliser cette technique-là des intervalles de confiance en l'appliquant finalement à la différence de proportion. Donc, je fais la différence des 2 proportions dans mes 2000 répliques bootstrap et je fais un intervalle de confiance et on conclut une différence significative lorsque l'intervalle ne contient pas la valeur 0. Donc, c'est une façon de procéder au test. Et je vais terminer la partie plus méthodologique avec quelques informations sur l'imputation. Il y a quelques variables dans le fichier qui ont dû recevoir un peu d'imputation pour 2 raisons différentes. Des fois, c'est en raison d'une non-réponse partielle plus élevée. Le revenu en est un bon exemple. Ou des fois, c'est juste pour assurer une cohérence entre les questions. Donc, il y a eu un petit peu d'imputation de fait dans cette optique-là. Donc, ici, vous avez la liste des variables qui ont été imputées. Je vais vous parler un peu du revenu, qui évidemment, lui, a été imputé en raison d'un taux pondéré de non-réponse partielle élevé, comme on s'y attend. C'est souvent le cas avec le revenu. Donc, on avait un taux de 41,3% ici. Ça inclut les gens, on demandait d'abord le revenu en continu, et si les gens ne le donnaient pas, le revenu en catégorie. Donc, le 41,3 ici, ça inclut les gens qui ont donné aucun revenu et les gens qui l'ont donné en catégorie. Parce qu'il fallait, nous, pouvoir attribuer un revenu en continu à tout le monde pour utiliser ensuite le seuil de faible revenu. Donc, 41,3%, c'est sans revenu ou avec un revenu en catégorie. Oui? Pas pour le revenu. Ben, en fait, dans le fichier, vous trouvez seulement la variable imputée. Pour le revenu, ben, vous avez la variable en continu et la variable en catégorie, mais ce sont seulement les variables imputées. Par contre, pour les autres variables listées plus loin, vous avez toujours la vraie variable du questionnaire et vous avez aussi la variable imputée. Donc, pour les autres variables qui sont mentionnées là, les 4 autres, vous avez les 2 dans le fichier. Il y a moyen de savoir où ça a été imputé, mais pas pour le revenu. Il y a seulement les variables imputées. La non-réponse partielle du revenu était particulièrement forte chez les jeunes. On sait que les jeunes connaissent peu le revenu du ménage. Donc, 23% de cette non-réponse partielle-là était attribuable aux jeunes de moins de 25 ans. L'effet de ça, d'avoir fait de l'imputation sur le revenu, c'est que la variance des estimations qui fait intervenir le revenu est souvent sous-estimée parce qu'on ne tient pas compte de cette imputation dans les calculs de variance, donc on la sous-estime. Et vous comprendrez que c'est particulièrement vrai si on travaille chez les 15 à 24 ans. Donc, il faut être très prudent dans ce temps-là, avec des estimations qui seraient près d'un seuil de signification. Il faut être prudent de ça et savoir que la variance est sous-estimée. Les autres variables qui ont subi de l'imputation, c'est, comme je disais, il y en a 2 à l'EQUESS. C'était vraiment par souci de cohérence. Ça n'a pas touché beaucoup de cas. Le type de médecin de famille et le besoin d'avoir un médecin de famille pour les gens qui n'en avaient pas. Et à l'ECLAV, il y a aussi 2 variables. L'indice de gravité de l'incapacité. Il y avait une non-réponse partielle de l'ordre de 7% pour cette variable-là. Et l'indicateur du nombre de problèmes de santé de longue durée. Ça, c'était aussi principalement par souci de cohérence. Donc,
Type de médecin de famille, ça veut dire est-ce que c'est un médecin généraliste ou un médecin spécialiste? Oui. Est-ce que ça fait bizarre, le type de... Oui, c'est vrai. Hein? Donc, ça complète les éléments méthodologiques. Alors, je vais redonner la parole à Jocelyne pour vous présenter Mais y a-t-il des questions? quelques résultats. À moins que vous ayez des questions tout de suite sur cette section-là, c'est vrai, on pourrait le... Ah, Oui? Ouais. C'est que dans à peu près toutes les enquêtes, je pense, les populations des ménages institutionnels sont exclus. Ça, je comprends ça. Mais pour ce type d'enquête-là, où on veut cibler, entre autres, des personnes très âgées, tout ça, l'exclusion des personnes en CHSLD, bon, d'un côté, je réalise que de vouloir les inclure, ça doit poser des problèmes tout à fait incroyables. D'un autre côté, on permet le tiers répondant. En tout cas, c'est seulement une petite... tu veux-tu y aller? Ben, Le ministère avait prévu au tout départ, quand ils ont conçu l'enquête limitation d'activité vieillissement, faire 2 enquêtes, une à ménage privé puis une en CHSLD, parce qu'on considérait que même les modes de collecte étaient complètement différents, évidemment, parce qu'on peut pas faire du téléphonique en CHSLD, puis la question du tiers, ben là, c'est encore plus compliqué. Il va falloir retracer toutes les personnes qui sont capables de répondre pour la personne. Alors, c'était ça originellement. Donc, on devait éventuellement pouvoir peut-être combiner ces 2 enquêtes-là pour avoir un portrait global de l'ensemble des personnes âgées du Québec. Mais celle-là, ça commençait avec les personnes qui étaient en ménage privé. Au tout début, c'était ménage privé. Après ça, on s'est dit, mais il y a beaucoup de gens qui vivent en ménage collectif non institutionnel, les résidences privées pour aînés, par exemple. Et les gens sont rejoignables parce qu'ils ont des téléphones dans leur chambre ou dans leur pièce ou dans leur appartement. Alors, c'est pour ça qu'ils sont inclus dedans. Mais oui, éventuellement, c'est dans les papiers. Merci. Donc, quelques résultats. J'ai choisi, ce que j'ai dit au début, j'ai choisi comme on a fait 6 rapports statistiques sur la première enquête, EQUESS. On en a fait 3 rapports statistiques sur l'enquête ECLAV. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui sont, je pense qu'on a au-dessus de 1000 pages de rapports. J'ai fait tirer un échantillon non aléatoire de tous ces tableaux-là pour vous donner un aperçu un peu de ce qu'on a touché, même du niveau de détail jusqu'où on est allé. Mais évidemment, si vous allez consulter les rapports, vous allez voir que c'est beaucoup plus riche. Et si vous voulez en faire d'autres tableaux, ben, c'est encore plus riche. Alors, le premier thème qu'on a touché avec l'enquête EQUESS, c'était l'affiliation à un médecin de famille. Puis c'était très intéressant de sortir ça en 2013 parce que c'est un sujet qui a été souvent sur la place publique, je dirais. Puis chacun avait sa proportion calculée par toutes sortes de méthodologies. Alors, là-dessus, on ne voit pas la proportion de personnes qui ont un médecin de famille, mais c'est 79% qu'on a mesuré. Le tableau ici présente plutôt les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Mais 79% au Québec en ont un, selon nos mesures, mais 21% évidemment des 15 ans et plus, on parle des 15 ans et plus, disent qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Et là-dessus, il y en a 13% qui disent qu'ils en ont besoin. Ça fait à peu près 866 000 personnes, puisque ça, c'est une autre capacité de l'enquête à mesurer avec les populations estimées en milliers. Et c'est ce qu'on présente souvent dans des tableaux à la fin. On voit les PEK ici à la fin, c'est les populations en nombre de personnes. Et là-dessus, ce que je disais au début, c'est 8% qui disent qu'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille. Alors, voilà, ça c'est un tableau exemple de ce qu'on a dans les rapports.
Ici, on a l'expérience vécue à l'endroit habituel de soins. On a demandé aux gens s'ils avaient un endroit habituel de soins. Puis ça, c'est un tableau avec une mesure de la performance telle que par le ministère. Quand on parlait d'accessibilité, ici, on a demandé est-ce que vous pouvez consulter votre médecin la journée même ou le lendemain quand vous en avez besoin? Est-ce que vous pouvez consulter ce médecin à l'endroit habituel de soins le soir ou la fin de semaine? Et est-ce que vous pouvez le consulter pour un problème de santé non urgent? Alors, pour les personnes qui ont consulté un médecin pour leurs soins de santé généraux au cours des 2 dernières années, il y en a quand même 59% qui ont pu, qui peuvent le consulter la journée même ou le lendemain, puis environ le quart peuvent le faire le soir et le week-end. Alors ça, c'est le genre de tableau avec les éléments de la performance. Ici, la question de la consultation en médecine de spécialité. Alors, on a estimé que 36% des personnes de 15 ans et plus ont obtenu une référence en médecine de spécialité au cours d'une période de 12 mois. La plupart de nos indicateurs mesurent les phénomènes au cours des 12 derniers mois pour des questions aussi de rappel, de souvenirs, biais de mémoire en fait. Ici, à gauche, vous avez beaucoup dans nos tableaux, on a croisé les indicateurs principaux avec les caractéristiques liées à la santé. Essentiellement, on utilisait la perception de l'état de santé et le nombre de problèmes de santé de longue durée, les maladies chroniques, et aussi le fait d'être de vivre avec une incapacité ou ne pas vivre avec une incapacité. Donc, les problèmes de santé sont souvent utilisés. C'est ces 3 variables-là qui sont utilisées. Et donc ici, et ça c'est la proportion de personnes qui ont un besoin non comblé de consultation, c'est-à-dire les gens qui nous ont dit qu'ils avaient eu une référence pour consulter un médecin en spécialité et qui n'ont pas pu le faire. Alors autour de 6% des personnes qui n'ont pas réussi à faire leur consultation. Ce que je vous disais au début, c'est la question des services sociaux, la consultation d'un professionnel des services sociaux. Ici, on a estimé qu'il y a 12% des personnes de 15 ans et plus qui ont consulté pour elles-mêmes ou pour un proche, un professionnel des services sociaux au cours des 12 derniers mois. Et ici, on a documenté la raison de consultation. Alors, essentiellement, la principale raison, c'est les difficultés de nature psychologique. Et après ça, les difficultés liées au milieu de vie ou à un emploi ou aux études. Et puis ensuite, les difficultés posées par la vie quotidienne à domicile ou par le maintien de l'autonomie d'un proche, d'une personne âgée. Ici, c'est les services hospitaliers. En fait, c'est la consultation d'un médecin à l'urgence d'un hôpital. Alors ça, c'est un tableau simple selon l'âge et le sexe. La proportion de personnes qui ont consulté donc un médecin à l'urgence. On voit que plus l'âge avance, plus la proportion augmente. Mais aussi, on a croisé ça avec d'autres caractéristiques sociodémographiques, puis on est allé voir qui consulte le plus les médecins à l'urgence d'un hôpital. Puis là, je vous donne en rafale les réponses. Là. Les personnes sans emploi, plus que les personnes avec emploi, les personnes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, les personnes qui vivent dans un ménage vivant sous le seuil de faible revenu, les personnes qui vivent en zone semi-urbaine ou rurale et les personnes qui se situent dans les quintiles de défavorisation matérielle et sociale les plus élevées, les plus basses en fait, défavorisation. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de voir dans ce genre de croisement-là. Ici, pour les tests et examens radiologiques, encore une fois, croisés selon les deux aspects de la performance avec les caractéristiques de santé, comme je vous disais. Ça, c'est est-ce que vous avez payé pour le test ou examen prescrit? Est-ce que le service était offert dans votre région? Est-ce que vous avez attendu trop longtemps entre la prescription et la date du rendez-vous? Ou est-ce que vous avez attendu trop longtemps le jour même de votre rendez-vous? Est-ce que votre rendez-vous a été reporté ou annulé? Puis, ce que je disais aussi, est-ce que la personne a été contactée pour signaler une erreur dans le test ou examen? Alors, là aussi, si, par exemple, on sélectionne les gens qui ont payé pour le test
ou examen, on vérifie qui sont les gens qui payent pour les tests. Puis c'est intéressant de voir que c'est les personnes qui se perçoivent en excellente ou très bonne santé qui sont plus susceptibles de payer. Les personnes qui n'ont aucun problème de santé de longue durée ou maladie chronique et les personnes sans incapacité. C'est ce groupe-là qui paye plus souvent pour avoir des tests. Alors, voilà. Un autre élément important des résultats, ça a été toute la question de l'incapacité au Québec parce que l'enquête ECLAV était vraiment attendue pour mettre à jour les données. Oui. Selon les régions. Oui, mais je ne l'ai pas présenté. Mais oui, on a des données régionales et même, ça, ce sont toutes des données qui sont tirées de l'EQES et on a même des données à l'échelle locale pour les CSSS. Toutes ces informations-là sont sur le site web de l'ISQ, le BDSO, le Banque de données des statistiques officielles. Ils sont tous là par région. Alors, ces indicateurs-là sont tous présentés par région socio-sanitaire et par RLS aussi. Différences, comme on entend souvent dire? Bien, il y a des différences, mais là, je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point. J'ai un exemple de présentation régionale pour voir comment ça peut varier énormément. Ça varie énormément. Mais je ne peux pas le dire. Oui. Les seuils de trop longtemps a été défini par la personne elle-même ou oui? Tout le temps. Quand la question a été posée comme ça, puis quand il pouvait y avoir une ambiguïté dans la compréhension d'une question, c'est toujours dit à l'intervieweur de dire, on dit à la personne, c'est comme vous le comprenez, vous. Il n'y a pas d'explication donnée à la personne parce qu'il ne faut pas interpréter pour elle non plus ou souffler la réponse. C'est comme la personne... Puis ça, c'est une perception d'attente longue. C'est la personne, c'est très individuel, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une variabilité énorme. Quelqu'un, 5 minutes, ça peut être trop long. Est-ce que les tiers ont pu répondre à ce type de questions-là? Il y avait des questions dans le questionnaire qui avaient été enlevées. Toutes les questions, je dirais qu'il y avait une connotation de perception très personnelle, n'ont pas été posées aux tiers. C'est ceux-là. Ouais. Alors, si je reviens sur la question de l'incapacité au Québec, je disais qu'on avait besoin de mettre à jour les données sur la dernière enquête sur les limitations d'activité qui avait été faite au Québec, qui datait de 1998. Donc, c'était très attendu à la mesure de l'incapacité au Québec. Et voilà le tableau sur la prévalence où on a estimé qu'il y avait 33% des personnes au Québec de 15 ans et plus qui vivaient avec une incapacité, ce qui est une bonne proportion. Et qu'on a aussi, on voit que l'incapacité augmente avec l'âge chez les personnes de 85 ans et plus. Vous voyez ici la capacité de l'enquête à être capable d'estimer ce genre de proportion-là pour des sous-groupes de la population. C'est grâce aux efforts de la météo pour assurer une mesure si précise comme ça. Alors, 84% des personnes de 85 ans et plus vivant en ménage privé, là, on dit ce sont des gens qui sont considérés, s'ils vivent en ménage privé et qui ne sont pas en CHSLD, ils risquent d'être quand même dans une braquette de niveau de santé plus, je dirais, favorisé que si on met tous les gens qui sont en CHSLD. Alors, ça, c'est les types d'incapacité. Alors, oui, c'est ça. Les types d'incapacité. Puis ça, ici, c'est intéressant parce qu'on mesure ce que je vous disais au début aussi, que la mobilité et l'agilité, ce sont les types d'incapacité qui ressortent le plus. Et ça, c'est ramené sur l'ensemble de la population. Ça veut dire que 13 et 15% de l'ensemble de la population des 15 ans et plus souffrent d'un problème d'incapacité lié à la mobilité ou à l'agilité. Si on ramène ça comme dénominateur avec les personnes qui ont une incapacité, donc parmi juste les personnes qui ont une incapacité, la proportion ici s'élève à 40 et 46% en termes de mobilité et agilité. Oui. Comment?
Je sais pas, je le vois moins bien là, que mobilité. Je pense que c'est la question qui demande est-ce que vous êtes capable de vous couper les orteils tout seul sans. Les ongles d'orteil? Oui. J'ai dit les orteils, excusez-moi. Les ongles, les ongles d'orteil, excusez-moi. Est-ce que vous êtes capable de vous couper les ongles d'orteil? Mais c'est ce genre d'affaires-là, je pense qu'on demandait à la personne. Excusez-moi. OK. Alors, ici, bon, ça, c'est toujours la prévalence dans l'incapacité. On a documenté l'incapacité, puis c'est très important de présenter cette prévalence-là, surtout en fonction de la gravité de l'incapacité, légère, modérée ou grave, parce qu'on voit que le poids des incapacités légères, quand même, pour l'ensemble de la population, c'est 22,6 23 et plus ça monte, bien là, modéré 7 et grave 3,5 Bon, encore un autre exemple c'est la combinaison ou la combinaison de plusieurs incapacités. Les personnes qui vivent avec 2, 3 ou 4 incapacités et plus, évidemment, plus on vieillit, plus la proportion est élevée. Chez les 65 ans et plus ici, pour l'ensemble de la population, la proportion tourne autour de 44 pour celles qui vivent avec 2, 3 et 4 incapacités, alors que pour les 65 ans et plus seulement, si on regroupe ces trois catégories, ça fait autour de 58 En termes de maladies chroniques, bon, ça en est un exemple de tableaux régionaux où on a, bien ça c'est les régions socio-sanitaires. Alors, on a les personnes qui n'ont aucun problème de santé chronique, 1, 2 et au moins un problème de santé, ça veut dire 2 ou plus. Puis les plus et les moins, c'est la différence avec le reste du Québec. Alors, ici, on voit par exemple qu'à Montréal, il y a plus de gens qui n'ont aucun problème de santé à Montréal que dans le reste du Québec. À Laval, c'est la même affaire. Alors voici, c'est un peu ça les tableaux régionaux. C'est pour ça que c'est un peu difficile de me souvenir exactement lequel disait quoi, là, mais ça ressemble à ça. Puis ce tableau-là est dans un de nos rapports. Un autre élément intéressant des données, ce qui peut être fait, c'est l'analyse ou l'étude de la comorbidité. Alors, évidemment, une combinaison intéressante, c'est combiner les gens qui ont des maladies chroniques avec les incapacités, puis ici, croiser selon l'âge en fonction de la gravité aussi de l'incapacité. Alors, on voit comme les personnes ça c'est chez les personnes qui ont des maladies chroniques, quand ils sont plus jeunes, ils vivent sans incapacité, mais plus l'âge avance, bien, l'incapacité apparaît, puis à la fin, à la fin, 85 ans et plus, les proportions sont plus élevées. Pour les personnes âgées, alors, voyez-vous, dans le rapport qui traite des personnes âgées, bien, l'intérêt beaucoup, c'est aller faire des recoupements par âge comme ça, très spécifiques, là. Puis combiner ça avec les services de santé. Donc ici, on voit que 36 des personnes de 65 ans et plus ont reçu un service hospitalier, soit une consultation à l'urgence, une hospitalisation ou une chirurgie d'un jour au cours d'une période de 12 mois. Alors, au moins un service, ça touche 36 de l'ensemble des personnes de 65 ans et plus. Aussi, ça, c'est quelque chose d'intéressant, les soins de santé à domicile du CLSC ou d'autres organismes. Alors, qui en a reçu et en quelle proportion, qui ont reçu des services à domicile, quelle est la source de paiement? Bien, on voit que c'est surtout les CLSC qui offrent les services de santé à domicile. On parle ici de soins de santé à domicile, c'est des prises de sang, faire ou refaire un pansement ou la physiothérapie à domicile, quelque chose comme ça. Et la fréquence aussi, c'est 35 des personnes ont reçu pendant une période de 12 mois et 32 par une période de 2 mois, les services qui ont reçus.
Ici, c'est l'affiliation à un médecin de famille. C'est intéressant de voir si les personnes âgées, on parle beaucoup d'affiliation à un médecin de famille, puis quand même, les proportions sont sont très élevées. C'est rassurant, là. Les personnes âgées et très âgées ont une affiliation à un médecin de famille. Et quand ils combinent une maladie chronique ou une limitation d'activité, la proportion est encore plus élevée. Alors, chose qui est intéressante à savoir. Ici, à rafale, d'autres indicateurs d'intérêt. Là, ici, je vous parlais de participation sociale en fonction aussi du niveau du revenu du ménage ou de gravité de l'incapacité. Alors, pour les personnes qui vivent avec qu'on appelle fortement perturbé, que l'indice de participation sociale est considéré comme fortement perturbé, bien, on voit que c'est plus important, c'est plus grave chez les personnes qui sont dans une incapacité modérée et grave et qu'il y a quand même une bonne proportion qui se situent là, et aussi pour les personnes qui sont dans faible revenu, dans un seuil de faible revenu. Ah, ouais, ça, c'est quelque chose de très, très spécifique. La proportion de personnes qui ont reçu des services de réadaptation spécialisés, de centres de réadaptation en déficience physique ou de centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles d'envahissement de développement, selon le sexe et l'âge. Ça, pour l'OPHQ, ce sont des données très, très intéressantes pour eux, voyez-vous. C'est des choses que, comme ça, on est allé jusque-là dans l'incapacité. Ça, c'est sur des gens, ici, c'est la population de 15 ans et plus, ayant une déficience physique ou intellectuelle ou une incapacité de nature indéterminée. Le 0,7 %, c'est sur l'ensemble des gens qui ont une déficience. Oui. C'est des choses qui n'avaient pas été mesurées, je pense, autrement. Ici, du soutien à domicile, du soutien dans la communauté pour les personnes avec une incapacité de nature psychologique aussi, qui ont reçu ça. Alors, c'est quand même, ça, c'est vraiment de la réadaptation spécialisée. En termes ici de... Ah oui, la question des besoins non comblés pour les personnes avec incapacité, toujours ici, les besoins non comblés d'affiliation à un médecin de famille. Alors, la proportion de personnes qui vivent avec une incapacité qui n'ont pas de médecin de famille, qui ont voulu consulter un médecin de famille, qui n'ont pas fait, ou qui ont voulu consulter un médecin spécialiste, qui n'ont pas réussi. C'est le genre de truc qu'on est capable de documenter, qui est intéressant, puis aussi même pour les régions ou pour les réseaux locaux de services. Les soins de santé à domicile aussi pour de la part du CLSC ou d'autres organismes. Alors, c'est qui ces gens-là? Caractériser les personnes. Alors, en fonction on voit l'incapacité, plus l'incapacité augmente, plus les personnes qui ont des besoins non comblés en termes de santé à domicile, elle est là. Puis ça, c'est intéressant aussi. Alors, ça clôt la section résultats un peu de tout. Ce sont tous des résultats qui apparaissent dans des publications, justement. C'est ça. Tout ce que je vous ai présenté a été diffusé et sur le web de l'Institut de la statistique. Comme je vous ai dit, il y a 6 rapports. Pour l'enquête équestre, on a publié un volume, je dirais, par thème. Alors, il y a un volume qui parle du médecin de famille en droit mutuel de soins. Il y en a un pour les consultations et services sociaux, c'est le volume 2. Médecin spécialiste, le 3. Puis c'est des petits volumes, ils se lisent bien, là, quand même. Puis un autre sur les tests, examens, puis la consommation de médicaments, ça a été mis ensemble. Puis les services hospitaliers et l'urgence. Alors ça, c'est les 6 documents, puis il y en a un par thème. On a aussi le fichier de microdonnées qui est ici, qui est accessible. Alors, vous pouvez faire une demande pour accès. Puis il y a aussi un fichier masqué qui est accessible à distance pour les caisses, qui est là. Et il y a aussi toutes les données locales et régionales qui sont ici sur le site de la BDSE. Mais ce sont des tableaux paramétrisés qui sont déjà préprogrammés. Alors, il n'y a peut-être pas tout l'ensemble du fichier qui est dans les données régionales, mais alors ça, c'est pour les caisses.
ça a commencé en mars 2013, la publication. Puis il y a aussi le rapport méthodologique qui explique, le premier rapport, c'est celui qui explique un peu la méthodologie de ce que Marie a nous expliqué. Mais il y a un rappel méthodologique dans chacun des volumes. Pour l'éclave, il y a eu un rapport donc pour les personnes avec incapacité qui est sorti à l'automne passé. Puis même sur notre site web, on a une version accessible pour les personnes ayant une déficience. C'est une version, je ne connais pas bien ça, mais tout le PDF a été retravaillé pour agrandir les caractères, puis les gens peuvent le lire ou ils lisent, mais ils l'écoutent en même temps. Oui, des logiciels de reconnaissance vocale qui peuvent lire parler à un handicapé visuel. Alors voilà, alors on a une version comme ça sur le site. On a un rapport sur les maladies chroniques et un sur les personnes âgées, puis le fichier aussi de microdonnées qui est déjà accessible ici. Alors, puis les données régionales sur la BDSO. L'éclave n'a pas fait d'estimation au niveau RLS. C'est juste pour les caisses qu'on a à l'échelle des CSSS, là, des réseaux locaux de services. Le fichier masqué accès à distance n'est pas encore disponible pour l'éclave, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus. Alors, très brièvement, le potentiel d'analyse, bien, vous avez vu, c'est deux fichiers énormes. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, nous, mais on a beaucoup d'idées d'analyse dans la tête, là. Il y a des croisements qui n'ont pas été faits. Il y a des analyses plus détaillées qui pourraient être faites par RLS ou combinées avec des données administratives. Il y a des analyses qui peuvent être faites aussi en fonction des problématiques de santé, prendre un groupe, prendre une maladie, prendre les besoins non comblés aussi. Ça peut être pris indépendamment. Il peut y avoir une analyse plus approfondie des relations entre les besoins non comblés et les problèmes de santé ou la comorbidité avec des problèmes de santé. Il peut y avoir aussi des analyses multivariées. Nous, essentiellement, dans nos rapports, on fait du bivarié, mais il pourrait y avoir du multivarié avec une panoplie d'indicateurs pour un groupe ou pour un type de problème de santé. Il y a aussi on pourrait même raffiner certains outils de mesure ou indicateurs pour une prochaine enquête, pour penser à des questions qu'il faudrait rajouter pour compléter peut-être un type d'analyse qu'on voudrait faire. Si l'enquête se répète, bien là, à ce moment-là, on pourra le documenter. C'est prévu, en théorie, oui, c'est prévu. Approfondir l'examen des liens entre l'état de santé et l'utilisation des services, évidemment, ça c'est un élément très important. Chez les personnes atteintes de certaines maladies chroniques ou certains problèmes d'incapacité, il y a toute la question des autres maladies chroniques, comme je disais, qu'on n'a pas analysées. Puis il y a toute l'analyse par dimension de la performance aussi qui pourrait être creusée. Puis, évidemment, si on fait une autre enquête, bien, faire le suivi dans le temps de l'évolution de ces indicateurs-là, bien, ce serait très intéressant. Puis, on est ouvert à la collaboration avec vous si vous voulez travailler là-dessus. Alors, pour finir, juste dire merci à tous les participants. Comme vous avez vu, il y en a un échantillon énorme de personnes qui ont accepté de répondre à nos questions au téléphone. Alors ça, on ne pourra pas passer à côté de leur dire merci. À toutes les personnes qui ont été impliquées aussi à l'ISQ, aux chercheurs aussi qui nous ont aidés, puis à l'OPHQ qui a été un partenaire très important depuis le début, les comités d'orientation du projet et évidemment le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis à vous d'avoir été là pour nous écouter. Merci beaucoup. Alors, a publié un rapport ou quelque chose parallèlement à ce que vous avez fait? Non. Ils ont pris notre rapport, mais ils nous ont demandé des analyses supplémentaires. Alors, on doit produire pour eux d'autres tableaux de données pour leurs besoins à eux. Ouais. Quelles sont la prochaine enquête peut-être est prévue? En a-t-il une année en particulier ou je ne pourrais pas te dire quand exactement, mais dans la planification ministérielle des enquêtes, il y a une récurrence des enquêtes. Mais évidemment, avec tous les problèmes actuellement en termes de budget dans tout l'appareil gouvernemental, je ne peux pas confirmer à quel moment, mais il y a une récurrence, je pense, de 6 ou 7 ans. L'intervalle entre ces enquêtes-là ne se font pas à chaque année, ces enquêtes-là sont trop grosses. On a le temps en masse de s'amuser avec celle-là avant d'avoir.
Est-ce que c'était la première enquête sur la limitation d'activité réalisée par l'ISQ? Non. Il y avait eu aussi l'enquête qui avait été faite à partir de en 98, qui découlait de l'enquête sociale et de santé 98, qui s'appelait l'ECLA, l'enquête sur québécoise sur les limitations d'activité. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de l'ECLA, puis il y a aussi des enquêtes fédérales qui étaient faites auparavant sur... Donc, c'est ça. Donc, il y a une possibilité à la fois soit de comparaison ou de validation peut-être de certains indicateurs entre les différentes enquêtes. Ou est-ce que la méthodologie ou les concepts et définitions sont tellement différents que c'est difficile? On a repris tu compléteras, Marie-Ève, on a utilisé des questions qui proviennent de ces enquêtes-là, autant la fédérale que l'ECLA, mais la façon de définir l'incapacité a quand même varié un peu entre ces enquêtes-là. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas comparer directement les mesures qui ont été prises ici et avec celles du fédéral. D'ailleurs, il y a l'enquête canadienne sur les incapacités qui est sortie cette année. Les résultats sont sortis cette année, puis a mesuré un taux d'incapacité de 9,6 %. Alors, c'est toute une autre affaire. Une approche est complètement différente. Ah, okay. Alors, on ne peut pas comparer, non. OK, c'est ce que je voulais savoir. Ah. Est-ce qu'il y a des questions à Québec, des compléments d'informations? Non. Merci. Merci. Elle, t'as pas de questions? Ben non. Alors, juste vous dire qu'on a quand même des publications puis des analyses qui s'en viennent sur lesquelles on souhaite travailler. Il y a la question de l'autogestion des maladies chroniques qui va être à travailler d'ici l'automne. Il y a des analyses régionales aussi plus poussées sur l'incapacité, la comorbidité entre incapacité et maladie chronique. Il y a une analyse aussi qui va être présentée au colloque international sur les inégalités aussi que c'est à partir des données de l'ECLA. Il y a des petites études ponctuelles qui vont être faites à partir des données. On travaille un peu là-dessus. C'est une analyse secondaire. S'il n'y a pas d'autres questions ni ici ni à Québec, il nous reste à remercier nos deux présentatrices. Merci beaucoup pour cette présentation de nouvelles enquêtes qui ont sûrement suscité beaucoup d'intérêt. Merci.